Bonjour à tous. Voilà, avec des groupes de professionnels que j'ai de plus en plus tendance à nommer groupes interqualifiants précisément, et c'est un petit peu l'objet de cette intervention. Alors, les échecs scolaires massifs dans les quartiers populaires, là, je dirais l'implication des jeunes dans le trafic de drogue, le repli identitaire et religieux qui évoque la radicalisation, la prise en charge des enfants de retour de zone de guerre. Vous voyez, trois petits points, ce sont des situations qui sont critiques, multidimensionnelles, et ces dimensions, je pense qu'elles appellent de nouvelles alliances professionnelles. J'insiste sur le terme alliance professionnelle plutôt que partenariat. Pourquoi de nouvelles alliances professionnelles? Parce qu'elles sont les seules qui sont susceptibles vraiment d'apporter des réponses à la mesure chaque fois de la complexité de la situation. Alors que faire pour satisfaire une telle exigence sans que cette exigence se transforme en une injonction paradoxale, hein? Voilà. Donc je pense qu'il faut des changements, bien sûr, dans les politiques publiques, là, mais je ne vais pas intervenir sur ça. Je veux dire, à commencer, il faut des changements, c'est-à-dire il faudrait le retour, par exemple, des services publics dans les quartiers populaires, voilà, et le maintien de ceux qui y sont, hein, voilà, pas dans les quartiers populaires, mais aussi dans toutes les zones périurbaines, voilà, les zones rurales, voilà. Mais je pense que si l'on veut vraiment que les professionnels puissent faire alliance, il serait pertinent peut-être aussi de mettre en place des groupes interqualifiants. C'est du moins la proposition que je vais formuler. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce sont des groupes, on pourrait dire, d'analyse de la pratique, mais aussi des postures, du travail. Hein, donc c'est des groupes de professionnels qui se rassemblent en présence d'un tiers sur la base du volontariat, mais qui appartiennent, c'est un peu la particularité, à des institutions différentes et à des cultures de métiers différentes, et qui se rassemblent autour de l'une de ces situations critiques et multidimensionnelles dont je viens de parler. Hein. Alors des groupes qui parfois, et de plus en plus souvent avec le temps, intègrent des usagers. Par exemple, j'ai mené une démarche sur la coéducation que Jacques Réaume connaît, puisque j'avais fait un article pour un ouvrage qu'il avait coordonné, hein, avec Jeanne Fritz. Voilà. Donc voilà, dans ces groupes-là, des professionnels de l'école, bien sûr, pas que des enseignants d'ailleurs, des psychologues scolaires, mais aussi des professionnels du travail social, des éducateurs populaires et des parents. Voilà, on réfléchit sur comment travailler ensemble pour favoriser l'apprentissage des élèves, comment travailler ensemble pour, je dirais, étayer leur désir de réussir, hein, au-delà de la réussite scolaire d'ailleurs, et sur la façon dont chaque groupe pouvait jouer son rôle et reconnaître celui des autres. Hein, voilà. Donc, et puis dans un deuxième temps, des élèves ont rejoint la démarche. Donc, ce qui est important, c'est peut-être le fait que le travail avec ces groupes s'inscrive dans le cadre d'entretiens répétés avec retour. Répéter avec retour, c'est important. La répétitivité, elle permet de bouger quelque chose. C'est répéter pour ne pas répéter, si vous voulez. Elle permet de bouger quelque chose de la situation de dénonciation. Voilà. Je sais depuis Voloshinov, depuis Bakhtin, que tout énoncé procède de quelqu'un et est destiné à quelqu'un. Hein. Donc voilà. Donc, il faut faire en sorte que l'on parvienne à un dialogue. Un dialogue pour que la parole puisse s'autoriser. Hein. Donc c'est le premier enjeu, si vous voulez, c'est créer les conditions d'une parole, là où parfois règne un silence pesant, là où au contraire on va peut-être bavarder pour ne pas dire les choses essentielles, vous voyez, là où on va peut-être tenir le discours institutionnel comme en guise de défense, voilà. Créer les conditions d'une parole, c'est vraiment le premier enjeu, c'est pas un des plus faciles. Hein. Je dis entretien répété à leur retour. Retour, donc, ça veut dire très concrètement que les tirs sont enregistrés, ils sont
retranscrits, sont thématisés et toujours plus problématisés et sont renvoyés entre deux séances de travail aux professionnels ou aux acteurs, s'il y a des usagers, hein, donc, pour qu'eux-mêmes puissent faire retour sur leurs propres énoncés, aller au plus loin de leur propre élaboration. Hein. Donc, si vous voulez, le retour, c'est pas la restitution, hein, c'est le retour au groupe, entre deux séances de travail, c'est un peu la pièce maîtresse. Hein. Et je dirais c'est ce qui permet peut-être de relever le deuxième défi, c'est-à-dire transformer la parole en savoir. Hein. Bon, là, je me suis beaucoup appuyé sur la méthode de chez Spinoza, où effectivement c'est une méthode réflexive, idéa, idéalé, voilà, où on fait toujours retour sur, parce qu'on considère qu'il y a toujours déjà de la connaissance et qu'on peut toujours aller plus loin dans l'élaboration. Alors il faut souligner quand même que les professionnels sont liés par un pacte, on pourrait dire éthico-cognitif, c'est-à-dire que ce qui est dit dans le cadre du groupe reste dans le cadre du groupe jusqu'au moment où on décide de le sortir du groupe. Hein. Donc en fin de démarche de recherche et d'intervention, il y a effectivement des séances qui sont consacrées à la validation. Il y a aussi l'écriture des acteurs, j'en dirais juste deux mots parce que j'ai consacré à Sherbrooke la conférence sur l'écriture des acteurs. Hein. À un moment donné, les professionnels et les acteurs écrivent aussi leur rapport au travail, leur rapport au social. Hein. Alors, c'est pour aller un peu plus loin, là aussi, dans le savoir, parce que je considère que l'écriture permet de s'exprimer autrement, certes, mais aussi permet d'accéder à des nouveaux contenus de savoir. Hein. Et notamment d'approcher certaines zones de la subjectivité, hein, notamment. Et permet de dire aussi tout ce qui ne peut pas l'être dans le cadre d'un groupe. Parce que on essaie de faire en sorte que le groupe soit facilitateur par rapport à la parole, mais il peut l'être par rapport à un certain type de parole, mais pas par rapport à un autre type de parole. Donc ça permet de pousser plus loin la limite. Alors quelques mots sur les dynamiques à l'œuvre, hein, entre professionnels et ou acteurs, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'abord, je pense que les acteurs viennent, ou les professionnels, leur demande c'est de sortir de leur isolement, hein, de ne pas être renvoyés à leur seule subjectivité, hein, pour orienter leur pratique, hein, pour travailler leur posture. C'est de bénéficier de la réflexion des autres. Donc l'idée c'est quand même chaque fois de rejoindre cette démarche pour construire un cadre éthique commun d'intervention. Alors, dans ces groupes, chacun peut s'autoriser à poser une parole toujours plus authentique, à rompre les silences qui entourent son travail. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les autres partagent quelque chose de ce qu'il vit de certaine façon, parce que tout le monde est déstabilisé. Hein. Je ne sais pas si c'est le trafic de drogue, si c'est un chef massif, scolaire, enfin, quelle que soit la situation, il y a une déstabilisation des professionnels. Mais aussi parce qu'ils partagent quelque chose d'une éthique, c'est-à-dire c'est le refus d'être dans le déni finalement, voilà, qui les pousse à venir rejoindre ce groupe. Et puis chacun est conscient de tout ce qu'il peut découvrir, je dirais apprendre en échangeant avec les autres, qui ne se situent pas précisément à la même place. Chacun peut apprendre à l'autre et de l'autre, auprès de l'autre. Chacun peut rendre compte aussi d'une décision difficile, ça c'est important, parce qu'on est souvent confronté à des décisions difficiles, hein, et des décisions difficiles qu'il a pu prendre en situation critique, justement, en termes d'une délibération et d'un arbitrage entre différentes contraintes et exigences contradictoires. Puis chacun peut rendre compte aussi de la façon dont il a pu s'y prendre pour résoudre vraiment des problèmes qui, a priori, pouvaient paraître bien insolubles. Et durant ces séances, il y a des séquences où les professionnels échangent entre eux. J'ai plutôt tendance à me mettre dans ce cas-là en retrait. Je crois que c'est des moments essentiels parce que, alors soit parce qu'ils prennent connaissance de la façon dont le partenaire travaille alors qu'ils sont censés travailler avec lui depuis longtemps, hein, soit parce qu'ils connaissent déjà la façon dont le partenaire travaille et surtout son contexte local d'intervention, ça c'est intéressant, son contexte local d'intervention, et qu'ils sont en même de l'interpeller d'une manière bien plus précise que nous pourrait le faire, je dirais, un Thierry Dain. Hein. Parfois d'ailleurs, ils initient des sortes de, alors je ne sais pas si je dois le dire, parce que
des sortes d'autoconfrontations croisées, je veux dire, c'est voilà, des mini-autoconfrontations croisées, même s'il n'y a pas tous les dispositifs en place. Vous voyez. Ainsi, tu s'enchemines au travers de tout ce qui, dans les paroles des uns des autres se fait écho, entre en résonance, et puis peu à peu, au gré des retours réflexifs, c'est du savoir partagé qui émerge. Et c'est là que ces groupes deviennent des espaces de professionnalisation, d'interqualification, de construction de nouvelles formes de rationalité et de savoir inédits. Et il y a aussi la question de la reconnaissance mutuelle, puisque dans ces groupes, je dirais, les professionnels enclenchent un processus de reconnaissance mutuelle. Chacun est mieux à même, si vous voulez, d'identifier les compétences des autres, mais aussi leurs normes, leurs valeurs, leurs idéaux. Ce qui est relativement intéressant pour ne pas construire des rapports instrumentaux. Hein. Bon, j'ai eu avec l'expérience tendance à parler en termes de groupes interqualifiants. Pourquoi? Parce que c'est la composition elle-même des groupes qui est un outil précieux dans ce type de démarche. Hein. Par exemple, autour de la prévention de l'implication des jeunes dans le trafic de drogue, autour de la table, il y a des enseignants qui commencent à voir qu'un petit qui commence à entrer dans le trafic par le biais du guet, du chouf, hein, voire qui commence à entrer dans le trafic en apportant la canette, substituer le chouf. Et ça va jusqu'à l'éducateur de la PJJ, la protection jeunesse judiciaire, qui est en contact avec un jeune qui est sous main de justice. Alors parfois la composition de groupe n'est interqualifiante qu'à condition. Hein. Par exemple sur la coéducation, c'est pas évident parce qu'il y a des tensions très vives entre les professionnels de l'éducation nationale et les parents, mais aussi avec les animateurs, les éducateurs populaires. Et donc là, dans ce cadre-là, le conflit n'est pas forcément producteur de savoir. Alors il faut organiser une alternance entre des groupes de pairs et des groupes multi-professionnels ou multi-acteurs. Dans un premier temps, un groupe de pairs qui permet de construire une parole collective de ces pairs, là. Mais en même temps, je pense que les groupes de pairs ne trouvent tout leur sens qu'en visant leur propre dépassement. Hein. Donc, qu'en s'intégrant, lorsque ceux qui le composent le désirent finalement, dans un groupe multi-acteurs. Alors chacun, là, est alors prêt ou mieux préparé à affronter une altérité un peu plus soutenue, voire parfois un peu violente. Alors, le rôle du tir-aidant, là-dedans, je ne répète pas trop ce que j'ai dit à Sherbrooke, un mailloticien, forcément, hein, là, il est là quand même pour aider à accoucher d'une parole individuelle et ou collective. Parfois, il doit mettre tout en œuvre pour donner une issue positive à des conflits. Vous savez, Max Weber parlait de la guerre des dieux, c'est-à-dire qu'il y a des conflits autour des valeurs, finalement, autour des conceptions du monde, des conceptions du bien. Juste un petit exemple, parce que le temps presse. On est face parfois à plusieurs cultures éducatives, hein, l'éducation spécialisée, les travailleurs de rue, l'éducation nationale, l'éducation populaire, l'éducation des parents. Par exemple, les éducateurs de rue considèrent qu'ils ne travaillent pas avec des délinquants. Ils travaillent avec des jeunes qui, entre autres choses, peuvent être dans la délinquance. Le fait d'entendre, par exemple, que ces jeunes sont réduits à des délinquants ou des dealers, ça les insupporte et ça risque de pourrir l'ambiance de travail. Vous voyez, donc là, le rôle du tir-aidant, c'est de faire entendre à chacun pourquoi l'autre dit ce qu'il dit, fait ce qu'il fait. Hein, et même, au-delà, permettre à chacun de s'entendre lui-même. Donc, pour aller très vite, là aussi, le tir-aidant doit permettre aux professionnels de produire le discours de sa pratique, finalement. Hein. Il est bien placé parce que c'est un généraliste. C'est un généraliste, en général, le tir-aidant. Et donc, il est plus à même, peut-être que d'autres, à les pousser à expliciter ce qui, dans leur pratique, est incorporé. Hein. Il est là aussi pour permettre aux professionnels de produire un discours sur leur pratique. Hein. Alors là, c'est la phase de l'élaboration. Hein. Donc, on en a discuté à Sherbrooke aussi, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est le bon moment, il peut proposer un concept, effectivement, pour rendre compte d'une foule de phénomènes qui peuvent être décrits dans les énoncés des professionnels.
Alors, si vous voulez, on va arriver sur la question de la puissance d'agir. Ça favorise l'augmentation de la puissance d'agir individuelle, effectivement. Je dirais au gré des rencontres qui affectent chacun, hein, mais qui lui permettent d'entrer dans une réflexivité et dans une activité dont il commence à être là, je veux dire, la cause adéquate. Hein. Il faut savoir qu'un individu ne peut développer longtemps seul sa puissance d'agir. Et donc la mise en œuvre de cette démarche lui offre la possibilité de continuer, hein, à la développer grâce à un cadre qui lui permet d'unir ses efforts aux efforts des autres, si vous voulez. Mais elle permet aussi, cette démarche, de favoriser la constitution d'une puissance d'agir collective, spécifique, sui generis, si vous voulez, qui n'est pas réductible à une somme de puissance individuelle. Hein. Alors, puissance d'agir, potentia plutôt que pouvoir d'agir, potestas. Si vous voulez, la notion de puissance est préférable, à mon sens, hein, à celle de pouvoir quand elle rencontre d'une force en acte. Elle rencontre d'une force en acte, d'une dynamique qui vient du bas, rayonnante, irradiante, productive, instituante, au fondement de la constitution du réel, fondée, je dirais, et tournée vers la subjectivation et l'émancipation. Alors que le pouvoir renvoie plutôt à quelque chose qui est de l'ordre de la virtualité et de l'institué. Dans certaines lectures de Spinoza, je pense à celle de Negri, ces deux termes forment un couple antagoniste d'ailleurs. Hein, je veux dire, la puissance ne peut se poser qu'en s'opposant au pouvoir. Alors l'essentiel, c'est de comprendre que les rapports sociaux sont des rapports dans lesquels les hommes sont pris, s'affectent mutuellement. Hein. Donc, aptitude à affecter, aptitude à être affecté, et puissance d'agir, c'est un tout. Hein. L'essentiel, c'est que chacun puisse affecter l'autre de manière positive et non négative, hein, qui est, comme dirait Spinoza, des bonnes rencontres. Donc, qu'est-ce qui, dans ce fonctionnement, permet l'augmentation de la puissance d'agir? Alors, le fait de produire, je dirais, ces savoirs en prenant appui sur la parole, je veux dire, des professionnels. Ça, c'est bon. Quand je dis parole, c'est-à-dire pouvoir dire ce qui ne peut pas l'être ordinairement parce qu'il y a, vous le savez, des procédures de défense, des jours, des pactes de dénégation au sens de KS, ou encore bien d'autres choses, vous voyez. C'est ça la parole. Hein, Et puis produire ces savoirs aussi avec les professionnels eux-mêmes et d'une façon qui ne fasse pas fi de la dimension, si vous voulez, affective. C'est important que chacun puisse ressentir la fierté légitime de pouvoir dire ce qu'il ne peut pas dire habituellement, pouvoir éprouver du plaisir à arracher ses savoirs à la méconnaissance, ce n'est pas rien non plus, et surtout peut-être éprouver, je dirais, faire l'expérience, je dirais, de la puissance de l'être ensemble dans le domaine de la pensée. Et éprouver donc la joie de pouvoir avancer dans la compréhension des phénomènes. Je vais terminer par une petite phrase de Sartre que je trouve bien spinoziste, c'est pour ça que je la retiens. Sartre disait « Ce ne sont pas les idées qui changent les hommes, il ne suffit pas de connaître une passion par sa cause pour la supprimer. Il faut la vivre, y opposer d'autres passions, la combattre avec ténacité, bref, se travailler. » Il dit tout d'abord, donc, ce ne sont pas les idées qui changent les hommes. Je suis d'accord. C'est-à-dire que la raison en tant que telle est bien trop impuissante, je dirais. Pour cela, elle ne fait pas le poids face au déchaînement des passions tristes issues des causes extérieures. Il dit ensuite, il faut la vivre, y opposer d'autres passions, la combattre avec ténacité. Il a raison, je pense. Parce que la raison n'est pas non plus totalement impuissante. Ouf, heureusement. Elle n'est pas totalement impuissante. Elle peut reprendre du poids contre les passions tristes, notamment lorsqu'elle ordonne et enchaîne des passions joyeuses qui sont contraires et plus fortes que ces passions tristes. Il dit enfin, bref, se travailler. Je crois que cette expression mérite toute notre attention parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans les groupes interqualifiants. Hein. Enfin, les groupes interqualifiants, finalement, ce sont des espaces conçus pour favoriser ces rencontres. C'est-à-dire que les professionnels se travaillent pour pouvoir mieux travailler ensemble, quoi. Voilà.